Alors que 11 nouveaux cas de bébés sans bras ont été recensés, le ministre de la Santé Agnès Buzyn a précisé qu'une enquête avait été ouverte. Tout porte à croire que les causes sont environnementales. Malgré un risque terroriste accru et des politiques de la ville désastreuses, la France demeure la première destination touristique au monde. Des résultats positifs sur lesquels le gouvernement entend s'appuyer pour favoriser une relance sur le marché du travail. La Turquie rêve plus grand. Le président de la République Recep Tayyip Erdogan vient d'inaugurer le nouvel aéroport d'Istanbul, une vitrine pour l'homme fort d'Ankara qui entend asseoir la place de sa nation dans la région et dans le monde. Madame, monsieur, bonsoir. Le scandale des bébés sans bras prend de l'ampleur. Mardi, l'agence Santé publique France a révélé avoir identifié 11 nouveaux cas. Malgré une enquête en cours, le ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a botté en touche. Les cas de bébés sans bras se multiplient. Mardi, l'agence Santé publique France a annoncé avoir identifié 11 cas supplémentaires d'enfants nés avec une malformation des membres supérieurs, tous dans le département de l'Ain, dans la région Rhône-Alpes. Ces nouveaux cas s'ajoutent aux 7 enfants jusqu'ici recensés dans le département par le registre des malformations congénitales en Rhône-Alpes, le REMRA. 18 enfants dans l'Ain, auxquels il faut ajouter 4 autres identifiés à Guidel dans le Morbihan et 3 en Loire-Atlantique, à chaque fois dans un périmètre restreint. Un peu gros pour croire à une simple coïncidence. Pourtant, la première enquête menée par l'agence sanitaire Santé publique France avait conclu au début du mois d'octobre que le nombre de cas décelés dans le département de l'Ain n'était pas supérieur à la moyenne nationale. Une façon de minimiser et d'étouffer l'affaire. Une affirmation immédiatement réfutée par le REMRA qui, de son côté, avait avancé un taux de malformation au moins 56 fois supérieur à la moyenne pour la zone rhône-alpine. Aujourd'hui, les nouveaux cas embarrasse le ministre de la Santé Agnès Buzyn après être resté longtemps en retrait sur cette affaire. La papesse des vaccins a en effet affirmé qu'une enquête nationale menée conjointement par Santé publique France et l'Agence nationale de sécurité sanitaire, 2 organismes sous tutelle du ministère, était en cours. C'est possiblement une piste environnementale, c'est peut-être ce qu'elles ont mangé, c'est peut-être ce qu'elles ont bu, c'est peut-être ce qu'elles ont respiré, je ne sais pas. Aujourd'hui, je ne sais pas. Et donc, ce que je demande, c'est que l'agence Santé publique France, qui est l'agence qui surveille le territoire avec les registres, et l'ANSES, qui est l'agence qui surveille l'environnement, se mettent ensemble pour explorer ces cas. Et si le ministre de la Santé parle de facteurs environnementaux, c'est pour éviter de prononcer le mot pesticide. En effet, pour de nombreux élus écologistes, les produits fréquemment appelés phytosanitaires pourraient être à l'origine de ces malformations. Une possibilité qui avait déjà été pointé du doigt par la responsable du REMRA, Emmanuelle Amar, arguant du fait que tous les cas étaient recensés dans un milieu rural et agricole. En dépit des gestions calamiteuses de certaines grandes agglomérations et d'une image entachée par les attaques terroristes, la France demeure le pays le plus visité au monde. Explication avec Olivier Frère-Jacques. La France, championne du monde du tourisme, le ministère de l'Intérieur a annoncé pour l'exercice 2017 que le pays a accueilli entre 88 et 89 millions de visiteurs étrangers, des chiffres empruntés à l'INSEE et qui marquent une hausse de 5 millions par rapport à 2016. Premier enseignement donc, l'organisation de l'Euro de football en 2016 n'aura pas été déterminante pour les visiteurs étrangers. Au contraire, certains analystes y voient plutôt un repoussoir. L'objectif du gouvernement est à présent de dépasser les 100 millions de touristes internationaux pour 2020. Parmi les touristes du millésime 2017, on retrouve une très large portion d'Européens, près de 70 millions. En revanche, les visiteurs venus des États-Unis sont en baisse. Idem pour la Chine, pays où la France a de plus en plus la réputation d'un Far West eu égard aux agressions dont sont souvent victimes les touristes de l'Empire du Milieu. Quoi qu'il en soit, les chiffres du tourisme sont radieux, à tel point que le secteur représente aujourd'hui 8% du PIB français et générerait 2 millions d'emplois directs et indirects. Les objectifs gouvernementaux en matière touristique sont donc évidemment à la hausse, avec en ligne de mire des recettes à hauteur de 50 milliards d'euros pour 2020 contre 42 milliards et demi aujourd'hui, une augmentation qui créerait quelques 300 000 emplois, pas négligeables dans un marché du travail en berne. Pour y réussir, l'État incite les villes à développer leur politique culturelle. Certaines agglomérations sont d'ailleurs déjà bien avancées dans ce processus, à l'image de Lyon, deuxième ville du pays derrière Paris en quantité d'accueil touristique, une deuxième place partagée avec Lourdes, incontournable passage pour de nombreux croyants. La ville des Hautes-Pyrénées accueille 6 millions de pèlerins et visiteurs par an. En tête du classement mondial des pays touristiques devant l'Espagne et les États-Unis, la France, en dépit de l'état déplorable de sa capitale et d'une situation sécuritaire inquiétante, demeure incontournable pour de nombreux visiteurs étrangers. Une bonne nouvelle,
qui ne doit cependant pas empêcher d'être vigilant vis-à-vis d'un modèle économique trop dépendant de ce secteur, même si c'est encore loin d'être le cas en France. Le nouveau défi pour le pays, outre les chiffres objectifs du gouvernement, sera surtout de favoriser un tourisme écologiquement viable et favorisant le culturel sur les éléments purement récréatifs. Car en matière de tourisme, l'offre, même intelligente, peut influencer la demande, comme en témoigne le succès du Puy du Fou. 6 mois après son arrivée à la tête du gouvernement espagnol, le socialiste Pedro Sánchez est déjà en difficulté. Scandale en pagaille et alliances qui ne tiennent qu'à un fil, les prochaines élections pourraient bien sanctionner le nouvel exécutif. Élise Blaise. Pas d'état de grâce pour Sánchez. 6 mois après la motion de censure contre Mariano Rajoy permettant sa prise de pouvoir, le socialiste Pedro Sánchez n'a toujours pas trouvé de rythme de croisière. Nicolas Klein, agrégé d'histoire et professeur en classe préparatoire, nous dresse un état des lieux. L'état de la majorité gouvernementale en Espagne, il est pire que jamais. Certes, quand Pedro Sánchez est arrivé au pouvoir, tout le monde savait très bien que son gouvernement était minoritaire, que son poids parlementaire et même sociologique était faible, qu'il avait été porté à la présidence du gouvernement par une coalition de circonstances avec des personnalités aux objectifs divers. Mais là, véritablement, il est très affaibli par toute une série de scandales financiers, politiques, personnels, qui effectivement ne contribuent pas du tout à à constituer un pouvoir central fort en Espagne. Et si l'autorité du gouvernement de Pedro Sánchez semble fébrile, elle n'a pas encore eu à se confronter aux urnes. Début décembre, les élections régionales en Andalousie seront l'occasion de prendre une première fois la température citoyenne. Mais la principale échéance pour l'exécutif réside évidemment dans le scrutin européen de mai prochain. En effet, Pedro Sánchez a choisi sa partition depuis plusieurs mois en s'affichant comme progressiste favorable à l'immigration, une manière d'avaliser la polarité sur laquelle Emmanuel Macron joue depuis plusieurs mois. Il est vrai que les élections européennes vont avoir une répercussion particulière l'année prochaine en raison un peu de cette opposition qui a été mise en scène à la fois par Emmanuel Macron et Viktor Orban. En fait, les deux ont intérêt à ce que ces élections européennes soient très mises en scène de l'opposition entre guillemets progressiste, entre guillemets populiste. L'enjeu va être d'autant plus grand pour Pedro Sánchez qu'effectivement, il veut se donner une image de progressiste, s'aligner beaucoup sur Emmanuel Macron, afficher un visage ouvert sur l'immigration, alors qu'en fait, il expulse plus d'immigrés illégaux que ce que n'a jamais expulsé Mariano Rajoy. Et puis en plus, probablement le jour des élections européennes, en mai, se tiendront également en Espagne les élections régionales et les élections municipales, qui vont être un test, à mon avis, absolument décisif sur l'état des forces politiques en Espagne et sur les grandes tendances politiques et électorales. Donc effectivement, là, ces échéances électorales vont être cruciales pour le gouvernement Sánchez. Des échéances qui pourraient donc, en cas de lourd revers pour les socialistes, donner lieu à une nouvelle instabilité gouvernementale en Espagne. Erdogan en sultan de la nouvelle Turquie. Le président vient d'inaugurer le nouvel aéroport d'Istanbul, une infrastructure gigantesque qui a pour but de placer le pays comme une nation incontournable. Olivier Frère-Jacques. Loukoum Party à Istanbul. Lundi, le président turc Recep Tayyip Erdogan inaugurait le chantier du 3e aéroport de la ville. Un aéroport qui devrait être le plus grand du monde, avec une capacité d'accueil de 200 millions de passagers par an. L'inauguration de ce chantier, déjà avancé à 85%, a été faite à l'occasion du 95e anniversaire de la République turque. Située au nord-ouest de la ville, la structure s'étend sur 76 km² et a coûté près de 9 milliards d'euros, mobilisant 35 000 travailleurs, dont 3000 ingénieurs. Le nouvel aéroport va remplacer à terme l'aéroport international Atatürk. Il accueillera dans un premier temps 90 millions de passagers par an avant d'atteindre sa pleine capacité en 2028. Avec 6 pistes et 3 terminaux, il distancera largement l'aéroport américain d'Atlanta, jusqu'à présent premier aéroport du monde. Futuriste dans son architecture et moderne dans ses infrastructures, l'aéroport a été inauguré en présence de nombreux chefs d'État étrangers, parmi lesquels l'émir du Qatar, le cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. Il profitera notamment à Turkish Airlines, fleuron de l'économie turque, dont la flotte s'étoffera de 40 appareils supplémentaires
en 2019. Le chantier n'est pas allé sans provoquer des polémiques, avec notamment des incidents occasionnant la mort d'une trentaine d'ouvriers au moins, ainsi que des dizaines de disparus, des protestations de travailleurs revendiquant des conditions de travail décentes et des grèves de masse qui ont d'ailleurs occasionné l'emprisonnement de 30 personnes. La question écologique aura également suscité de nombreuses contestations concernant notamment la déforestation. En tout, pas moins de 2,5 millions d'arbres ont été détruits et le projet a véritablement inondé les forêts d'Istanbul de ciment, sans oublier la détérioration de l'habitat pour les oiseaux. Mis à part ces problèmes qui n'ont rien d'anecdotique, la construction de l'aéroport est une vitrine pour le président Erdogan après le 3e pont sur le Bosphore et le tunnel autoroutier sous le détroit inauguré en 2016. Des chantiers qui visent à préparer le pays au centenaire de la République en 2023. Une volonté de puissance assumée et un pied de nez à la tentative de coup d'État de juillet 2016 qui paraît aujourd'hui être un lointain souvenir. Avec ses super infrastructures, Ankara entend se placer comme interlocuteur international indispensable, une place que tente déjà de prendre le pays dans le règlement de la crise syrienne. Et on retrouve une nouvelle fois Olivier Frère-Jacques pour l'actualité en bref. Le réalisateur Abdelatif Kechiche, rattrapé par la patrouille, l'artiste franco-tunisien, connu notamment pour son film de propagande LGBT La vie d'Adèle, est accusé d'agression par une actrice de 29 ans. Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Paris. La plainte aurait été déposée le 6 octobre. Abdelatif Kechiche a souvent été pointé du doigt pour son comportement vis-à-vis des actrices, un comportement flirtant parfois avec les mauvais traitements. Une enquête qui semble déranger. Le journaliste Mathieu Aron a été cambriolé le 21 octobre alors qu'il était en train de réaliser une enquête sur l'affaire Alstom. Hasard ou pas, seuls ses ordinateurs ont été dérobés. L'affaire en question impliquerait de nombreuses personnalités publiques, qu'il s'agisse de magistrats ou de politiciens. Et revoilà la patronne, Ségolène Royal, ancienne candidate socialiste à l'élection présidentielle, pourrait être la tête d'affiche d'un PS moribond pour les prochaines élections européennes. Une rumeur qui prend de l'ampleur alors que l'ancienne ministre de François Mitterrand est en pleine tournée pour son livre « Ce que je peux enfin vous dire ». Un retour de Ségolène Royal ne serait pas forcément un mauvais coup pour les socialistes en manque de personnalité de poids. Une Bretonne de 66 ans virée de chez elle juste avant la fin de la trêve hivernale. Cette retraitée a été évacuée de son logement ce mercredi à Vannes par décision de la société Van Golf Habitat. Le site d'information régional Brésinfo s'est saisi de l'affaire. Vous pouvez retrouver les informations et les initiatives concernant ce dossier sur le site brest-info.com. La Cour suprême pakistanaise acquitte la chrétienne Asia Bibi de toutes les accusations. C'est la fin d'un feuilleton judiciaire qui aura duré 9 ans. Cette dernière s'était rendue coupable de boire à un puits réservé aux musulmans, une infraction élevée au rang de blasphème après qu'elle ait répondu aux femmes qui l'accusaient. Menacée par quelques islamistes radicaux, les juges ont libéré Asia Bibi de manière immédiate. L'affaire avait suscité l'émoi partout dans le monde et semble enfin toucher son épilogue. À quoi jouent les États-Unis, farouchement hostiles à l'Iran et à toute négociation avec le chef d'État Bachar al-Assad dans le conflit syrien? Washington réclame à présent la fin des frappes aériennes de la coalition arabe au Yémen et demande l'ouverture de négociations de paix dans les 30 jours. L'affaire Khashoggi et l'usure d'une guerre meurtrière au Yémen dans laquelle Washington est considéré comme complice pourraient avoir poussé à ce revirement. Dans un instant, notre Zoom du jour, invité par l'Académie géopolitique de Paris, TV Liberté s'est rendu au centre spirituel et culturel russe pour suivre un colloque intitulé « La nouvelle émergence de la Russie ». Les intervenants ont évoqué la politique intérieure, européenne et internationale de Moscou. Est-ce que vous avez entendu parler, par exemple, du fait que ça a été annoncé, ça a été sourcé et en Géorgie et par l'état-major russe, que les Américains sont en train de mettre au point des armes bactériologiques et qu'en Géorgie, il y a eu une incidence et qu'il y a eu 70 personnes contaminées dans un laboratoire où on est en train de faire des recherches sur différentes fièvres. Mais l'idée des Américains et la recherche, c'est pour ça qu'elle se fait en Géorgie et dans les pays de l'ex-URSS, c'est qu'on veut arriver à toucher des habitants de l'ex-URSS, notamment des Russes bien évidemment,
Et donc on fait des recherches sur leur ADN en essayant de trouver les points qui distinguent d'autres populations de façon à ce que les soldats américains qui seraient engagés dans le conflit ne soient pas touchés par cette arme bactériologique. Évidemment, c'est totalement contre tous les traités et contre tous les accords internationaux. Mais bon, ça, les Américains, ils n'en ont pas grand-chose à faire, on le sait bien. Hein. Et tout de suite, une nouvelle chronique de la France de Campagnole avec Christian Combaz. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité et bonne fête de la Toussaint. On se retrouve vendredi. Bonsoir. C'est une anecdote à plusieurs tiroirs, comme toujours, comme souvent. Le premier tiroir, c'est que je connais un jeune homme nommé Pierre, le fils d'un vieil ami qui a réussi ses examens d'ingénieur et qui est dans l'une des meilleures écoles de France, l'école des travaux publics de Cachan. J'aime bien ce garçon qui a du mérite, dont le père était facteur à Campagnole, à l'époque où il y avait un bureau de poste, et qui a résisté à toutes les sirènes de l'époque. Il a refusé de boire de la bière tout le temps pendant des nuits entières, de jouer aux jeux vidéo au lieu de réviser ses examens. Et du coup, il va avoir un bon métier. Tout ça pour expliquer que ma présence fin septembre dans les parages de la ville de Cachan, où il y avait un dîner dans un restaurant du coin, dîner auquel j'ai été convié avec mon petit chien. En vérité, le restaurant se trouvait sur le territoire de la commune de Châtillon, qui est voisine, et où, juste après le café, là, j'ai sorti le chien avec Pierre le long d'une avenue où il y avait des policiers. Enfin, pas des policiers, des gendarmes, apparemment, et il y en a assez grand nombre, 9 véhicules. Quand on regardait mieux, c'était du sérieux. Certains de ces gendarmes avaient carrément une mitraillette au côté. Ils étaient en tenue d'assaut. D'autres étaient alignés le long d'une palissade. Ils portaient un simple calot. Dans la région parisienne, on ne s'étonne pas trop de voir autant de camionnettes dans une rue tranquille. C'est la base arrière en cas de manifestation à Paris. Mais là, l'heure n'était pas tellement celle des manifs. C'était après le dîner. Donc il fallait croire à la menace d'un attentat en plein centre de Paris. Et ces gens se tenaient prêts. Mais il y avait quand même une chose bizarre. C'était le port de la mitraillette. Quand on attend d'intervenir à l'autre bout de Paris, on ne porte pas sa mitraillette en bandoulière. C'est assez incommode pour monter dans la camionnette à toute allure. À moins que les hommes en armes, là, n'aient été présents pour protéger leurs collègues, me suis-je dit, et j'en ai parlé à mon jeune compagnon Pierre, mais il s'amusait de me voir raisonner comme ça, tout en tirant sur sa cigarette électronique. Il m'a dit, tu vois pas, c'est parce qu'il y a un rassemblement dans la rue un peu plus loin. Ah oui, en effet, quand on regardait mieux, il y avait dans les 50 personnes, dans la tiédeur du soir, là, qui attendaient rassemblées sur le trottoir et parfois entre les voitures gardées par ce cordon de gendarmerie. Le long du trottoir, il y avait une sorte de grille au milieu d'un massif de Troène et derrière une sorte de bande de ciment rectangulaire longue, qui longeait un bâtiment moderne et qui menait à un escalier rouge. Mais la chose curieuse est que le long du bâtiment, on avait disposé des chaises de réfectoire en plastique, 4 par 4, sur une dizaine de mètres, à quoi j'ai fini par déduire que les gens dans la rue, là, attendaient de pouvoir s'asseoir sur ces chaises, mais quand on regardait mieux, on comprenait que les gendarmes étaient alignés tous les 5 mètres le long de la haie pour les empêcher d'aller s'asseoir. Donc, ce qu'il fallait comprendre apparemment, c'est que les 15 types qui portaient des mitraillettes et qui n'avaient pas l'air commodes dans leurs Rangers n'étaient pas là pour prévenir une attaque terroriste soudaine, mais pour prêter main forte à leurs collègues si quelqu'un avait voulu s'asseoir sur l'une des 50 chaises. À la fin, mon jeune Pierre, là, m'a dit « Mais tu n'as pas compris, il s'agit d'un spectacle. » Et moi, j'étais prêt à comprendre que les 20 gendarmes, là, alignés contre la haie, faisaient partie du spectacle, sans parler des 9 camionnettes. Mais finalement, un type que j'ai pas bien vu dans la pénombre est sorti au sommet des 8 ou 10 marches. Et il a commencé à parler à la foule avec un micro. Et là, on a bien compris que les flics ne faisaient pas partie du spectacle. Ils étaient là pour empêcher les gens d'y assister. Visiblement, il était donné par un homme seul, éclairé par un petit projecteur. J'ai pas tout entendu, mais il faisait des blagues qui amusaient beaucoup les spectateurs. D'ailleurs, certains des jeunes gendarmes esquissaient aussi un sourire. Alors, j'ai demandé, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Pierre m'a dit que c'est l'attraction du quartier en ce moment. Il y a un arrêté du maire qui dit que le bâtiment n'est pas aux normes. Donc les mecs ont dit qu'on va faire le spectacle dans la cour. Ils ont un papier du maire comme quoi la cour est permise, mais les gendarmes empêchent les gens d'entrer dans la cour quand même. Alors tout le monde applaudit le type sur l'escalier, là, sans bouger de la rue, mais quand tu penses, me dit-il, que ça fait 9 bus de flics et des mitraillettes pour un type tout seul en train de parler, alors qu'on est, on est sous Vigipirate, ça fout quand même un peu le dégoût, me dit ce jeune homme.
Alors à la fin, je lui ai demandé qui était cet acteur qui arrivait à créer un tel bazar, et visiblement à faire peur aux autorités civiles et militaires, en racontant des blagues sur un escalier. Mais c'est dommage, j'ai oublié le nom. Il faudra que je cherche sur Internet. Ça s'appelle Campagnol TVL et c'est sur YouTube. Merci.